Le baron Anton Horak arpente les rues de Prague, seul, et se dirige vers le quartier juif, dans la vieille ville de Prague. Bientôt, les murs qui encerclent le quartier juif se dressent. C'est un ghetto. On y parque toute la population juive de Prague. Les herses, les grilles, à la tombée du jour, sont fermées et gardées par les gardes de la ville, les chevaliers de Saint-Jean. Mais avec le statut du baron, il peut bien sûr aller là où bon lui semble. Il longe les murs du quartier juif. Comment tu comptes t'y rendre? Est-ce que tu comptes escalader les parois, passer par les toits ou prendre l'accès principal? Je passe par la porte. Donc tu te rapproches des grandes portes, des grandes lourdes portes faites de métal et de bois, qui sont donc gardées par deux chevaliers de Saint-Jean, qui sont en train de se réchauffer autour d'un petit brasero. Bien sûr, tu arbores ton visage amical et mortel, du moins le visage que tu avais avant d'être étreint. Exactement. Et tout ce que eux voient, bien sûr, c'est une silhouette qui se rapproche et commence à se déplacer vers toi. Constate les habits, les riches habits que tu arbores. Halte là! Le quartier juif est fermé pour la nuit. Je suis le baron Anton. Je viens dans le quartier juif visiter quelqu'un. Veuillez, s'il vous plaît, me laisser passer. Le jeune chevalier qui te fait face a une mine un peu renfrognée, fronce un peu les sourcils, et il est assez rapidement rappelé à l'ordre par son collègue, son coéquipier qui est juste à côté. Il dit oui, tu n'as pas reconnu le baron. Veuillez l'excuser, monseigneur. C'est sa première affectation ici. Vous faites de l'excellent travail. Je vous félicite. Je ne manquerai pas de toucher un mot à vos supérieurs de vos excellents états de service. À ces mots, le jeune chevalier essaye de reprendre un peu contenance. Voulez-vous une escorte? Les rues ne sont pas très sûres dans ce ghetto. Ce ne sera pas nécessaire. Je me débrouillerai. Les chevaliers de Saint-Jean se consultent, se regardent et sans dire mot, le plus vieux d'entre eux sort un gros trousseau de clés et commence à ouvrir l'un des passages et l'ouvre dans un grincement et te laisse passer. Et à ton passage, tu peux les entendre refermer à clé. Que Dieu vous garde. C'est bien aimable, bien urbain de votre part. Le quartier juif c'est un ghetto. Ce n'est pas très reluisant, bien évidemment. Des petites habitations serrées, des ruelles étroites, tout est biscornu, très chaotique. C'est très sinueux. Eh bien, j'avance et j'essaye d'évoluer dans la ville, mais de manière assez discrète. J'active mes pouvoirs qui me permettent d'évoluer discrètement sans qu'on me remarque. Tu t'avances effectivement dans ces boyaux, dans ces ruelles, dans ces petites rues tortueuses. Et au détour d'un petit muret, ta silhouette disparaît. S'il y avait un spectateur, il penserait que tu te serais évaporé dans les ombres. Tu es presque indétectable, quasiment fantomatique.
en tout cas. Tu peux distinguer à travers quelques fenêtres aux volets fermés des petites lueurs très timides, très peu en fait, très éparses. Donc j'évolue dans la ville et je vais en particulier chercher le Joseph, le Nosferatu. Donc Joseph Svi, celui qui est l'ancien de notre clan. Joseph Svi, tu sais que c'est effectivement l'ancien du clan Nosferatu. Le plus âgé, le plus puissant du clan, dans Prague. Et certaines rumeurs disent que c'est lui le protecteur du ghetto. Et il interdit d'ailleurs à tout vampire l'accès au ghetto. Du moins à tout vampire qui ne ferait pas partie du clan Nosferatu. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Elles sont désertes. Autant dans la vieille ville, on peut croiser ici ou là quelques personnes, même tard dans la nuit. Mais là, particulièrement, on peut dire qu'il n'y a pas un chat. Mais on va dire que littéralement, il n'y a pas un chat. Tu t'enfonces, effectivement, dans le ghetto. Jusqu'à un détour, où tu vois des silhouettes. Tu vois 2 silhouettes, assez massives, on va dire, des hommes de dos, dans un croisement. Ces 2 hommes sont visiblement en train de s'adresser à une 3e personne. Cette personne est un peu plus féminine. Une jeune femme ou une jeune fille qui habillée pauvrement et qui a l'air intimidée par ces 2 énergumènes qui semblent lui bloquer le chemin. Ils parlent pas très fort, mais suffisamment pour que à cette distance-là, tu as une 20aine de mètres, tu puisses les entendre. Tu l'entends notamment elle qui dit laissez-moi passer, je dois rentrer chez moi. Et tu entends des rires un peu gras de la part des 2 énergumènes qui l'encadrent. Est-ce que ces hommes ont quelque chose de particulier, quelque chose qui pourrait me faire penser qu'ils ne soient pas humains? Il fait assez frais dans encore cette période de l'année, effectivement. Donc tu vois de la condensation qui sort de la bouche de la femme et des 2 hommes aussi. L'un des hommes commence à poser sa main sur l'épaule de la jeune femme et elle se retourne et s'emmitoufle un peu plus dans une espèce de toile, une sorte de pseudo-manteau qui la recouvre. Et ça déclenche un rire gras de l'autre énergumène qui fait « On va se payer une bonne tranche !» J'agrippe la main du gros Billy qui a agrippé la fille. Et je l'interromps. J'imagine qu'il a un sursaut de surprise et j'en profite pour prendre une certaine posture agressive envers lui. Et je lui dis que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es qui, toi? Et les 2 énergumènes te dévisagent. Ils sont sales, ils sentent mauvais, certainement alcoolisés. Ils sont certainement pas originaires du ghetto juif. Ça a pas l'air d'être des résidents. Elle, par contre, tu la vois d'un peu plus près. Effectivement, elle a l'air chétive, les joues creusées, l'air fatigué, épuisé. Typiquement une habitante du ghetto. Elle fait quelques pas en arrière. Et le plus grand des 2 malotrus commence à faire craquer ses doigts. Alors, on se prend pour un proche chevalier? Non, pas du tout. J'avais besoin d'une racaille bien grotesque pour lui poser quelques questions. Je pense que tu feras l'affaire. Je cherche Joseph. Sais-tu qui c'est? T'es dans le ghetto juif.
Il y a un mec sur deux qui s'appelle Joseph. Et dis-moi, il a l'air bien habillé. Tu dois avoir une bourse bien remplie. T'as payé la taxe, hein? Je pense que tu n'as pas envie de te battre. Dis-moi simplement où est Joseph. Je pense pas qu'il y ait deux Joseph comme celui que je viens rencontrer. Qu'importe, on va se servir sur ton corps. On va te passer à tabac. Le plus grand d'entre eux commence à sortir une petite matraque, un bout de bois enroulé de cuir. Et l'autre, où tu lui avais saisi la main, il tente effectivement de saisir la tienne. Je me faufile, je tente de me mettre derrière lui et juste de lui donner un coup de pied dans l'arrière du genou, de quoi le mettre à genoux, lui faire comprendre que je sais me battre, et ensuite et je vais lui reposer la question. Où puis-je trouver Joseph? Est-ce que tu dépenses de la réserve de sang pour accroître tes capacités physiques? Carrément, oui. En une fraction de seconde, effectivement, d'une impulsion mentale, tu ordonnes à ton sang de couler plus vite dans tes veines, de se loger dans tes muscles, dans tes nerfs et tes tendons pour augmenter ta vitesse et surtout ta force. D'un geste bien appliqué, tu fais exactement ce que tu voulais. Passe dans son dos, un coup de pied, il met un genou à terre, tu en serres ta prise, tu lui fais même une clé, ce qui lui arrache un cri de douleur, puisque on entend très nettement dans ce calme un bruit d'os qui vient de se briser. Le plus grand fait un pas en arrière, il a les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est ? La fille crie. Ah ! Et elle commence à détaler. L'autre commence à gémir et à grogner et à vouloir se redresser, sans succès. Tandis que tu entends un bruit sourd. Le colosse vient de tomber par terre. Son visage s'écrase au sol et tu peux voir que le haut de son crâne a été enfoncé. Juste derrière lui se tient une silhouette que tu as déjà aperçue, celle de Joseph. Bonsoir. Joseph qui incline la tête vers toi. C'est un être qui n'est pas très grand, il doit faire 1m60, vêtu vraiment pauvrement, une grosse capuche mais qui est rabattue sur ses épaules. Il a sur les avant-bras des bandages et tu peux voir qu'il a des doigts déformés comme s'ils avaient été brisés et son visage est complètement enfoncé sur un côté, ce qui lui donne un aspect déformé, quoi. C'est comme si s'était pris un chariot sur la tronche, littéralement, ce qui lui donne une apparence assez abjecte. Le pauvre mortel qui est entre tes bras, il est en train d'essayer de reprendre son souffle. Et Joseph le fixe de ses yeux un peu déformés, ils sont pas vraiment à leur bonne place. Et d'un coup sec, il lui brise le cou. Et son corps s'affale sur le sol lourdement. Tu peux voir que il lève un peu sa tête pour regarder un peu derrière son épaule, pour voir la silhouette de la jeune fille que vous venez de sauver disparaître dans une des ruelles. Il se retourne lentement et te fait signe de la main de le suivre. Je m'exécute. Vous vous enfoncez dans une des ruelles, tournez à gauche, à droite, vous descendez une petite volée d'escalier, vous vous retrouvez dans un bâtiment vide, sans porte. Tu entends quelques miaulements et tu découvres donc dans le sous-sol d'une des maisons vides, tu découvres une dizaine de chats qui dressent leurs oreilles à votre arrivée et Joseph qui fait ça de la main
Et les chats détalent. Tu peux les voir qui sortent par des petites fissures, des ouvertures, par l'entrée où vous êtes passé, passent entre tes pieds. Et tu vois qu'ils ne s'enfuient pas en fait. Ils se sont mis autour de vous en fin de compte, à l'extérieur, comme s'ils faisaient le guet. Et Joseph fait quelques pas au milieu de la pièce et se retourne vers toi. Ça fait bien longtemps que l'on ne s'est vu, baron Orac. Bien le bonsoir, effectivement, cela fait longtemps que je ne vous ai rendu visite. Excusez-moi pour cette approche un peu, chaotique, mais je ne savais pas comment vous invoquiez autrement. Vous avez bien fait de venir dans le ghetto si votre but était effectivement de venir me voir. Et je vous remercie pour avoir porté secours à cette pauvre mortelle. C'est très aimable de votre part, et je m'en souviendrai. Je tiens à préciser que mon objectif n'était pas de la sauver, mais c'était ici les deux seules personnes que j'ai pu trouver dans les rues à cette heure. Et en tout cas, ces deux pauvres bougres qui voulaient faire du mal aux gens de mon domaine serviront d'exemple. Alors, vous vouliez me voir. Pour quelle raison ? Tout à fait. J'aimerais vous voir car j'ai quelques questionnements qui me turlupinent, qui me taraudent pour l'instant et j'espérais que vos yeux, qui je sais sont partout, même si ce n'est pas toujours les vôtres, puissent peut-être m'éclairer dans les questions que je me pose. Seriez-vous disposé à répondre à mes questions ? Bien sûr, à la hauteur de ce que vous avez fait. Considérez cela comme une récompense, bien évidemment. Mais sachez-le, l'information est une monnaie de notre clan. Et chaque information doit bien sûr circuler au sein de notre clan. Vous ne seriez pas des nôtres, je vous ferai payer le prix fort. Mais pour vous, je vous écoute. Bien entendu, sachez que le service vous sera rendu et toute information, d'ailleurs peut-être en neige qui pourrait vous intéresser, vous sera obligé. Je crois que nous nous comprenons. Il se retourne et prend une vieille chaise, constate qu'elle est percée et pas praticable. Il la redépose, il prend un tabouret, passe sa main mal formée dessus et il pose le tabouret près de toi et quant à lui, il prend place sur une caisse un peu vermoulue et il s'assoit. Discutons. Eh bien, donc il y a de cela quelques jours, un nouveau vampire est venu toquer à ma porte. C'était un malcavien. Et j'aurais quelques questions à vous poser dans ce sens. Il s'avère que... C'est étrange que vous posiez ce genre de questions, puisque c'est la même que j'allais vous poser. Quelles informations vous aviez à me faire part de l'enfant de Jürgen le Malkavian? Pourquoi est-il de retour à Praille? Ce Michal a été absent quelque temps et réapparaît et vient vous trouver. Je pensais que vous auriez quelques petites choses à me dire là-dessus. Je pense que vous avez déjà toutes les informations que je possède. Je n'ai pas rien remarqué d'autre que
qu'une blessure au niveau du cœur. Probablement un pieu. Ah, vous savez, il y a le culte, il y a l'église, il y a les croyances. Je suis moi-même juif de confession. Je sais que le clan La Sombra s'occupe beaucoup de la religion des chrétiens. Et je sais aussi que les La Sombra ont vu d'un mauvais œil l'émergence d'une secte chrétienne au sein de la ville de Prague il y a quelque temps, menée par un certain Missal. Et je pensais que le clan La Sombra lui avait réglé son compte. Et apparemment, pas. Je dirais bien que s'ils ont tenté, du moins, ils soient encore là. Vous voulez dire que Michel dirigeait la secte chrétienne? Je veux dire, quand il était encore humain ou quand il était déjà transformé? C'est une bonne question. À mon avis, le fondateur de ce culte, Jürgen, a mis à la tête ce prophète Mistal. Et il l'a certainement étreint. Mais vous savez, l'affaire du culte, surtout des chrétiens, va être bouleversée. À l'extérieur de la ville, dans la nouvelle ville qui s'agrandit, vous avez certainement remarqué qu'ils sont en train de construire une nouvelle cathédrale. Cela prend du temps et beaucoup d'argent. J'ai l'impression que, évidemment, cela va rapporter du prestige à la ville de Prague. Mais je sais également que les fonds pour créer et bâtir une nouvelle cathédrale ne viennent pas tous de la Bohème. Il y aurait, paraît-il, un investisseur qui est en route d'ailleurs pour la ville de Prague. Et quelque chose me dit que la sphère des religions chrétiennes va être ébranlée. Mais peut-être avez-vous des informations là-dessus, peut-être indirectement. Je sais que votre propre sire est anglais, qu'il vous a étreint lors de son passage à Prague. Et quelque part, il vous a confié à moi dans ma ville. J'en suis content. Mais des informations me disent aussi que ce mystérieux investisseur est anglais. Alors, lien ou pas avec votre sire, je ne sais pas. Mais je compte sur vous pour m'apporter l'information si vous l'avez. Bien entendu. Il est évident. Vous voulez dire que mon sire m'aurait placé à Prague dans un but bien précis? C'est possible. C'est tout à fait possible. Je ne crois pas trop au hasard. Et quels seraient les intérêts de Jürgen ou de mon sire dans ce culte, dans l'institution des chrétiens dans la ville de Prague? Votre sire est de confession juive. Je ne pense pas qu'il ait d'un quelconque intérêt dans la chrétienté. Peut-être veut-il la saborder, je ne sais pas. Vous feriez mieux, je pense, d'être attentif aux missives d'un coursier éventuel qui vous donnerait des nouvelles de votre sire. Quant aux objectifs de Jürgen
étant donné que c'est un ancien, Malkavian de surcroît, son but est nébuleux. On ne sait même pas où il se trouve. Je ne sais pas s'il est encore en vie d'ailleurs. Et vu que vous êtes en lien avec Missal, j'espère que vous aurez un œil là-dessus. Bien entendu. Je pense aussi que si Michael a été sorti de torpeur ou je ne sais trop ce qui lui est arrivé, j'imagine que s'il a été placé devant ma porte, ce n'est pas un hasard non plus. C'est à voir, effectivement. Peut-être est-ce une manœuvre du clan La Sombra, je ne sais pas. Quels sont les intérêts du clan La Sombra, non? La suprématie du culte. Ils veulent à tout prix mettre main basse sur les églises, cathédrales, les possessions, les territoires. Encore une dernière question. Il semblerait que Michel ait perdu la mémoire. Je ne suis pas certain qu'il soit honnête là-dessus, quoique je ne vois aucune raison de le soupçonner de me mentir. Mais quels sont les clans qui pourraient nettoyer la mémoire d'un vampire? Vous savez, le pouvoir du sang peut varier d'un Kénite à l'autre, mais ceux qui sont capables effectivement de manipuler la mémoire sont réputés pour leur don d'imposer leur volonté, de plonger leur regard dans le vôtre et de vous dominer. Les Melkaviens à nouveau. Je pense qu'ils sont trop chaotiques pour cela, trop diffus. Les La Sombra sont doués dans ce domaine, ainsi que les Ventrus. Et ces saloperies de Trémère. Vous n'avez pas remarqué? Ces deux malotrus que vous m'avez aidé à maîtriser travaillent comme manœuvriers à la ruelle d'or. Je n'avais pas remarqué, non. Et la ruelle d'or est l'une des antres de ces saloperies de Trémère. Ils me cherchent et ils vont bien finir par me trouver. En tout cas, je vous déconseille de traîner dans la ruelle d'or. Il semble que nous ayons des disparitions dans notre clan. J'ai perdu contact avec certains d'entre eux. Un Nosferatu qui disparaît, c'est classique, mais je pense plutôt à une mort ou un kidnapping ou peut-être chassé, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les Trémères veulent votre mort? Il a un moment de silence. Il regarde ses pieds. Et il revient à croiser ton regard. Pour moi, les Trémères ne servent que à percer certains secrets qui se trouvent dans le ghetto. Vous n'êtes pas juif. Vous ne savez pas le savoir occulte que détient le peuple juif. Je pourrais vous dire que certains d'entre eux manipulent des forces qu'on pourrait qualifier de magiques alors qu'ils sont divins. Et c'est ce genre de pouvoir que les Trémères servent. Ils volent le pouvoir aux autres. Ils recherchent de la science, donc. Les secrets de la Kabbale. Même si les hauts dignitaires juifs sont à même de se protéger par différents artifices, je me suis désigné
comme protecteur de ce peuple, ici à Prague. J'y suis né et j'y suis mort. Mais votre seconde mort n'est pas encore venue. Je peux vous l'assurer. Espérons-le. À propos de ce culte chrétien, pourquoi est-ce que Jürgen essaye d'inculquer ce culte ici à Prague? Je n'arrive pas à cerner les motivations de Jürgen. Qui peut le savoir? Je ne suis même pas sûr que Jürgen lui-même le sache. Et il semble ambivalent, lunatique. Lorsqu'il a étreint son premier enfant, il l'a mis à la tête de ce culte. À son deuxième enfant, il semblerait qu'il l'ait lui-même placé à la cour du prince. Je crois qu'on a dû le croiser. Oh, ouais, certainement, c'est un bouffon squelettique. Michel serait son troisième enfant. Le premier. À ma connaissance. Le bouffon a été étreint après. Et quel âge a Michel? Ah, ça, je ne sais pas. De souvenir, je crois, c'est une hypothèse. 50 ans, 70 ans peut-être? Savez-vous... Non, ça n'a aucune importance. Tout a une importance. L'importance est dans les détails. Est-ce que vous avez une idée de qui serait le sire de Jürgen? Je ne dispose pas de cette information. Quoique, il y aurait... on parle d'un vampire fou, bien évidemment, et qui raconterait à travers le pays des absurdités sur la corruption de la terre, des démons cachés. Mais je n'ai pas son nom et je n'ai pas plus de détails que ça. Merci beaucoup, Joseph. Mais ne me remerciez pas, c'est normal que nous échangions puisque nous faisons partie du même clan. Dites-moi, vous avez été voir le prince récemment, comment se porte-t-il? Il se porte bien. C'est facile. Il m'a demandé, il m'a comment dire, suggéré assez fortement de remettre la ville de Prague en place, de la remettre, de la faire à nouveau briller telle qu'elle a brillé autrefois. De mettre, comme il l'a dit lui-même de ses mots, de mettre ma pierre à l'édifice, de la reconstruire et de relancer l'économie de Prague. Il est assez culotté de vous demander ça, puisque c'est son travail, normalement. Son travail, bien sûr, c'est d'imposer à ses subordonnés de faire le travail qui doit être fait. Il ne peut pas faire tout de ses mains. Je comprends tout à fait qu'il délègue le travail à ceux qui lui sont dus. Je ne vois d'un assez mauvais œil que ce soit moi qui était désigné. J'imagine que je ne suis pas le seul, mais je pense que je peux tirer une épingle du jeu, disons. Ah oui. Croise les bras et comment vous comptez vous y prendre?
Je ne sais pas encore, mais si j'aide à relancer l'économie, à, redorer la toison de Prague, il est bien évident que ma contribution sera un actif qu'il me restera. D'un côté, le prince prend d'une main et de l'autre, il prend également. Il n'a de cesse de vouloir chasser mon peuple de la ville de Prague. Mais nous tenons bon. Vous savez, vous faites bien de faire bonne figure face à lui. Mais sachez que le clan Nosferatu lui voue une certaine rancœur et nous ne sommes pas les seuls. Et à juste titre. D'ailleurs, Strass, qui vous représente à la cour du prince, est-ce que il fait bien son... Comment va-t-il? C'est mon dernier enfant. C'était un mortel de la cour du roi, un diplomate. C'est mon homme de paille, si vous préférez. Il donne le sens. Il récolte quelques informations et les bruits de couloir, mais c'est surtout pour diffuser de l'information. Il donne des renseignements que je lui transmets. Comme ça me permet de contrôler les bruits de couloir à la cour de sang. Bien entendu. Celui qui contrôle l'information contrôle. Tout à fait. Et il y a vous qui subissez une charge de travail comme maître d'émeute. Mais ça peut avoir du bon de connaître toutes les entrées et les allées et venues des visiteurs et autres nouveau-nés. Tout à fait, ça a ses avantages. C'est une dure corvée, mais à nouveau, l'information est d'or. J'essaye de réfléchir à une chose. Normal que le prince vous demande de redorer le blason de la ville, mais je crois que votre domaine est un peu dans la panade ces derniers temps. Je crois savoir que les mineurs qui habitent sur votre domaine doivent travailler dur plus loin et plus longtemps pour un maigre salaire. Vous savez pourquoi, j'imagine. Oh, je n'ai entendu que quelques rumeurs à propos de la mine qui se trouve sur... non loin du domaine Saprovitch, effectivement, une mine qui appartient au roi. Mais il a décidé quasiment du jour au lendemain de l'abandonner. Et quelque temps après, le prince vous demande de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ça, c'est encore une machination de la part des prémices. Là. Donc vous croyez que ce n'est pas anodin si cette requête vient et que la solution est tellement évidente? Tout à fait. Le roi Ottokar Ier fait partie d'une grande famille. Ottokar Přemysl. De la famille Přemysl. Et les Přemysl sont la plus ancienne lignée de Prague.
On dit même que c'est eux qui ont fondé la ville. Or, la famille Przemysl a un palais, un château à Prague, le château Vyšehrad. Je soupçonne fortement une manigance du clan Simisé contre vous. Ce n'est qu'une hypothèse, mais à ma foi, c'est troublant. Quel est le rapport entre le clan Simisé et le roi Ottokar? Il est notoire que le clan Simisé s'investit beaucoup dans les familles des mortels, en font leur goule sur des générations et des générations et des générations, à tel point que les familles de mortels deviennent des familles de ghouls. Ils naissent ghouls. C'est une abomination, mais bien réelle. Ils appellent ça des féales. Et une famille féale est toute dévouée au clan Simisé. D'ailleurs, le représentant du clan Simisé à la cour du prince n'est autre que Dimitri Przemysl, de la famille Przemysl. Il porte le même nom que le roi. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Et avez-vous une quelconque idée de ce que le roi aimerait, enfin, plutôt de régir la famille, le clan Simisé aimerait que je crois sorte de ces mines? Je crois que le roi est un peu le mouton noir de sa famille. Je ne pense pas que ce soit une marionnette. J'ai l'impression qu'il se rebelle contre sa propre famille, mais je n'en suis pas sûr. Ça reste un mortel, mais un Przemysl aussi. J'ai essayé... Vous gardez ça pour vous, bien évidemment. De l'approcher. Je vous le déconseille. Le roi s'est entouré visiblement de quelqu'un à même de repousser les créatures de la nuit. Un garde du corps qui m'a fait forte impression. Même s'il ne m'a pas vu, j'ai senti le poids de la foi sur lui. Je suis parti sans demander mon reste. Si le roi a dans son entourage quelqu'un qui a la vraie foi, je pense que le roi ouvre les yeux sur certaines choses et qu'il est moins enclin à être manipulé. Ce n'est pas le cas du prince. Entre vous et moi, je pense que le prince n'est qu'une marionnette du clan Simisé. Divisé pour mieux régner. Si c'est la volonté du roi d'abandonner une mine, et si c'est la volonté du prince que vous redoriez le blason de la ville en forçant à ouvrir la mine d'argent, je pense que vous êtes au sein d'un conflit qui vous dépasse. Vous voulez dire que le roi aimerait cacher quelque chose, garder secret dans cette mine, et le prince aimerait l'en sortir? C'est possible. Mais je pense que c'est vous qui pouvez faire lumière sur cette affaire. Je le ferai. D'autant plus que, puisque vous voulez éventuellement réhabiliter cette mine, prenez garde. Comme vous le savez, elle est en dehors de Prague, en dehors des murs. Ce n'est pas un lieu très sûr. Le clan Gangrel
protège la ville de Prague de tous les loups-garous, lupins et autres criminels et autres créatures malfaisantes. À leur tête du clan Gangrel, il se trouve qu'il y a un puissant ancien qui s'appelle Eric. Cela fait plusieurs jours que j'essaye de le contacter, sans succès. Je crains qu'il lui est arrivé quelque chose. Si Eric ne protège pas Prague, je crains que toute expédition en dehors de la ville soit périlleuse. Les choses se mettent en place. J'imagine que cela aussi fait partie du plan. Mais pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout est complot, faux semblant. Il y a quelques rumeurs que j'ai entendu dire sur les mineurs qui ont exploité la mine d'argent. Des rumeurs fantasques ou réelles, je ne sais pas. Je n'y voyais qu'un intérêt financier jusqu'à présent. L'investigation de ces mines me semblait uniquement un moyen d'avoir une main mise sur un revenu honnête et récurrent. Aujourd'hui, j'y vois d'autres choses. Si quelqu'un essaye d'y cacher quelque chose, si quelqu'un essaye d'en sortir, cela fait dans tous les cas l'opportunité pour nous d'avoir une manivelle en plus. J'essaierai de découvrir ce qui s'est passé à Eric. Je découvrirai aussi ce qui se passe dans les mines. Et vous serez bien sûr informé de tout ça. J'aurais une petite dernière question, si vous me le permettez. Faites. Quels sont vos intérêts à vous dans cette machination? Avant tout, je protège le peuple juif du ghetto. Je protège le clan Nosferatu. Je dois m'assurer que le clan ne soit pas lésé dans les batailles et les guerres que se font les autres immortels. Mais puisque nous en sommes là, à parler à cœur ouvert, j'ai l'impression que tout cela n'est qu'un écran de fumée. Je ne sais pas qui, quoi, où, quand ou comment. Mais quelque chose est tapis dans l'ombre. Quelque chose joue avec nous. Je compte bien le découvrir pour nous en préserver. Mais tout ça n'est que la surface de l'eau. Et il est parfois difficile de voir dans nos troubles. Est-ce que ce sont les Fémis, les Ventrus, les Trémérés? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dois vous révéler encore autre chose. J'ai, en l'absence de renseignements de la part d'Eric, du clan Gangrel, je l'avoue, j'ai peur de ce qui se passe. Et même si notre clan a toujours été isolé, je crois qu'il est peut-être temps de nouer alliance avec d'autres clans. Je vais prendre l'apparence d'un garde, si tu me l'accordes. D'accord. Donc ton but, c'est de sortir de la ville, d'aller sur le chemin de la forêt? Attirer l'attention des grands grêles d'une manière ou d'une autre. D'accord. Tu décides de t'armer d'une épée. C'est une épée que
qui est un reliquat en fait un peu familial, hein, bien sûr. Et tu te concentres pour prendre l'apparence d'un chevalier de Saint-Jean. Tu y parviens. Tu as donc une apparence d'un chevalier en côte de maille, emmitouflé dans une grande cape blanche, un peu grise, un peu usée. Tu as l'apparence donc d'un croisé. Donc, sous l'apparence d'un chevalier, donc tu passes sans problème, bien sûr, les portes qui sont closes de la cité pour t'engager sur le chemin qui mène à travers la forêt. Bien sûr, il fait nuit. C'est bien évidemment pas très très bien éclairé, bien évidemment. Tes pas te mènent donc à l'orée de cette forêt, où tu entends les bruits des animaux nocturnes. Le vent souffle, et tu t'avances lentement sur ce chemin. T'es pas forcément rassuré. Il n'y a plus... c'est pas une route pavée, c'est de la terre même, hein. C'est un chemin qui est très utilisé, hein. C'est de la terre battue. Mais t'as pas la protection des remparts de la ville. Il y a des endroits pour te cacher, bien évidemment. Il y a des grands arbres, ce genre de choses. Même si certains sont coupés parce qu'il y a une activité de bûcheron. Mais c'est quand même un environnement où t'es pas forcément très très à l'aise. Donc effectivement, tu es plutôt citadin. C'est le chemin qui mène au domaine Saprovitch. Ça, tu le sais, tu l'as emprunté quand tu étais mortel. Bon, tu es un peu sur tes gardes, j'imagine. Tout de même, tu as tous tes sens en éveil. J'ai carrément peur pour ma vie. Donc tu t'avances, calmement. Mais tu es comme une ombre qui se déplace. Ton apparence fait que tu es effectivement équipé d'une cotte de maille, une épée, des jambières, des gantelets, mais tout ça n'est qu'une illusion quelque part. Tu ne fais pas de bruit. Tu restes visible néanmoins. Au loin, au détour d'un chemin où tu as pris la direction du domaine Saprovitch. Donc tu tombes sur la croisée des chemins. À droite, tu as une petite pancarte à moitié délabrée en bois qui indique le chemin Place des Fous. Et à gauche, château Saprovitch. La Place des Fous, c'est un peu l'endroit où tu as des romanichels qui viennent, qui montent leur camp, qui mettent leur caravane là. Tu sais que ce sont en règle générale des troubadours, des gens du voyage qui y vont. Et donc le domaine Saprovitch. C'est sur le domaine Saprovitch. Ça fait partie donc de la propriété, effectivement, du baron. Tu vas vers la Place des Fous, tu prends le chemin du château. Je vais prendre la Place des Fous. Le chemin de la Place des Fous. Donc tu tournes sur la droite, tu t'avances. Ça remonte à très longtemps en fin de compte, hein. C'est pas un endroit où tu y vas souvent. Tu passes un bosquet, tu vois des lumières qui virevoltent. Au loin, ça résonne un peu dans la forêt. Ouais, ce sont des chants. Des gens qui frappent dans leurs mains, qui chantent. À travers les arbres, les buissons, la végétation, tu distingues au loin, c'est à une certaine distance tout de même, des roulottes en cercle. Tu devines qu'au centre, il y a un feu avec des ombres dansantes. Tu distingues effectivement des personnes qui sont dehors et qui sont en train de danser autour du feu. Tu vois des hommes et des femmes qui sont en train de danser. Ils sont habillés comme des gens du voyage, comme des romanichels, avec des colifichets, ce genre de choses.
Ils sont un peu mat de peau, un peu bronzés. Et ils frappent en cadence, ils ont l'air relativement joyeux. Et tu as un petit réflexe, tu viens d'apercevoir une ombre qui vient de bouger dans ton champ de vision, entre toi et les caravanes. T'es pas sûr de la taille. Tu avais l'impression que c'était une petite silhouette. Mais en fin de compte, elle est un petit peu plus massive. On dirait... ouais, ça a l'air d'être une silhouette relativement imposante, humanoïde, qui se détache en fait du nombre d'un arbre, qui est debout, apparemment la tête basse. Visiblement, ce sont des cheveux qui bougent un peu avec le vent qui vient de souffler un peu. Apparemment, c'est une grande chevelure. Et elle est immobile. Tu distingues pas son visage à cette distance. Je vais l'observer pendant un certain moment. Le temps de savoir quelles sont ses intentions, et voir si elle s'occupe de ce qui se passe comme moi sur la place des fous, ou savoir si elle s'occupe de moi, de ce qui se passerait en dehors de la salle de la place des fous. Il y a une petite bourrasque qui vient de se lever. Les cheveux de la silhouette virevoltent un petit peu plus. Elle ne bouge pas. Une branche se décale légèrement. Il y a un rayon de lune qui, en un instant, révèle un peu la silhouette. Elle est tournée vers toi. Elle n'est pas tournée vers la caravane. Elle est immobile et elle te regarde. Tu as 20 mètres d'elle et tu as une cinquantaine de mètres de la caravane. Je m'approche d'elle. Donc toute claritude d'apparence. Enfin, je me cache pas. Alors, elle est dans les fourrés, hein, donc au pied d'un arbre. Donc, tu sors du chemin, en fait. Tu t'avances vers elle. Et elle bouge toujours pas. Plus tu t'approches, plus il y a un son caractéristique qui se détache à travers le bruit du vent, des sonorités musicales du campement. Tu entends clairement que cette personne renifle, hume l'air. J'espère tellement que c'est pas un loup-garou. Plus tu t'approches, plus tu distingues que cette silhouette est relativement musculeuse, à la taille humaine. Et tu vois le reflet de ses mains, clairement griffues. Elle a les mains griffues le long de son corps, mais elle bouge pas. Je m'approche encore, jusqu'à ce que je sois à peu près à 5 mètres d'elle. À 5 mètres, tu vois à quoi cette silhouette ressemble. C'est une femme, ce n'est pas un homme. Une femme, on dirait une sauvageonne. Une femme avec des cheveux roux, rougeâtres, très grosse chevelure. Ses cheveux, d'ailleurs, prennent racine, pas seulement sur sa tête, mais descend également sur une partie de sa nuque, et voire même de ses épaules. Elle a des poils un peu longs sur les avant-bras. Elle a les lèvres noires. Elle a effectivement des griffes sorties. Elle est en haillons, clairement. Évidemment, elle ne respire pas. Elle a la tête un petit peu baissée, le menton un peu rentré. Et elle a l'air effectivement bien musclée. Elle fait un pas vers toi. En faisant un pas vers toi, tu peux distinguer également que ses orteils sont aussi griffus. Et elle fait juste un pas vers toi.
Je viens demander audience à Eric. Pourrais-je le rencontrer? Au nom d'Eric, tu vois qu'elle elle a un petit geste de la tête comme ça. Et elle semble décrisper un peu ses doigts, un peu les assouplir. Elle fait un deuxième pas vers toi. Et elle se déplace un peu comme un félin. Elle te rappelle un peu les chats d'ailleurs que tu as vus chez Joseph. Elle a des yeux un peu luisants, verts, fendus, comme des chats. Elle n'a pas les crocs de sortie, même si elle a la bouche ouverte. Elle est pâle. Tu sens une odeur un peu de musc quand elle s'approche, bien sûr. Vous êtes à 2 mètres. Elle fait pas un pas de plus. Tu peux distinguer que, ouais, elle est en haillons, elle est sale, elle est recouverte de terre. Elle penche un peu la tête à droite à gauche. Et elle te fait un signe de tête comme ça. Ouais, elle lève le menton un peu de façon abrupte, sans dire un mot. Y a-t-il des gens civilisés dans votre clan? Elle a un sourire en coin. Non, ne répondez pas. J'ai entendu des rumeurs sur vous. Je me contenterai de quelqu'un qui puisse parler. Je viens en paix, ne vous inquiétez pas. Je ne vous veux aucun mal. Je n'ai que quelques questions anodines à vous poser. C'est en rapport avec la disparition d'Eric. Je suis au courant et ma question n'était pas anodine. Je voulais juste voir votre réaction. Elle frappe son torse de façon un peu brutale, en faisant secouer sa poitrine presque à nu. Elle te dit dans une sonorité un peu étrange, à la fois féminine, mais un peu bestiale, un peu sifflante. Ça donne ça, quoi, c'est... Et elle te montre du doigt, d'un doigt griffu. Je suis le baron Anton. Elle renifle. Elle plie les genoux. Sa main gauche racle le sol. Elle prend une poignée de terre. Elle se redresse lentement. Et jette la poignée de terre qui s'effrite dans l'air et qui te touche. Pas violemment, mais au niveau de tes jambes, quoi, en fait. Et elle semble regarder l'effet que ça a. Excusez cette apparence. Je ne veux pas me dévoiler devant de simples mortels ou je ne sais qui est ici. Qu'est-ce que tu veux, Eric? J'aurais quelques simples questions à vous poser. À propos d'Eric, des circonstances de sa disparition, et je pense que cela fait partie d'un plan plus vaste de celui qui a commandité cette supercherie. Elle fait un autre pas dans ta direction, suivi d'un autre. Elle est à proprement parler à 20 cm de toi, donc très proche. Elle se penche au niveau de ton cou et tu l'entends respirer. Enfin, respirer ton odeur, on va dire. Et je fais mine de... Enfin, je reste totalement statutaire et je fais mine de strictement ne pas avoir peur. D'accord. Même si à l'intérieur, c'est totalement l'opposé. Et elle se remet droite.
toujours aussi proche. Elle parle moins fort. Eric. Parti. Disparu. Mais encore, comment a-t-il disparu? Dans quelles circonstances? Elle hausse les épaules. Eric. Sire de moi. Oui. C'est aussi le chef de votre clan, n'est-ce pas? Elle incline la tête. C'est une bien triste nouvelle. Qu'est-ce que cela implique dans votre organisation? Orphelin. Tu vois que son regard s'attarde sur ta poitrine. Tu arbores les couleurs des croisés. Sans te toucher, elle repasse en fait sur le symbole de la croix que tu arbores sur ta poitrine. Que cherches-tu ici? Croisé. Je ne suis pas croisé. Ce que je cherche ici, des réponses. Des réponses et je cherche aussi à retrouver Eric. Il me semble qu'il avait un engagement envers la ville. Eric. Protégez la ville. Et elle crache par terre. Bien sûr, il n'y a aucun crachat, mais elle fait mine de cracher sur le sol. Il m'a semblé que sa disparition suggérait que les gangrènes ne défendraient plus la ville. Est-ce bien le cas? Eric. Protégez ville. Mais maintenant, Eric, parti. Les grands loups font rage. Dangereux forêt. Elle indique une direction à l'opposé du camp, que tu devines à peu près où elle indique, en fait, compte. Château Saprovitch. Dirigez clan, maintenant. Le clan des gangrènes? Bientôt, venir à Ville Prague. Pour dire Eric parti. Grand danger. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Saprovitch? Est-ce que c'est une bonne chose qui dirige le clan maintenant? Parler, savoir. Eux savent parler mieux qu'Hilda. Parler comme toi. En disant comme toi, elle a posé son doigt sale sur ta bouche. Pas brutalement, mais de façon un peu brusque, en fait. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Père parti. Enfant succédé à père en son absence. Quel enfant? Sœur de Hilda Saprovitch. Et elle indique encore la direction du château. Moi, j'irai parler à sœur de toi. Elle viendra à toi dans la ville. Pas rester ici, trop dangereux pour toi. Toi, pas rester ici. Ici, territoire, des gangrèles. Alliance Et elle monte la caravane. avec les Ravnos. Gangrel et les Ravnos. Ensemble, contre danger de forêt. Protégés contre la grotte. La mine? Trou dans le sol. Qu'y a-t-il dans la mine? Danger.
Ne pas y aller. Quel genre de danger? Pas nature, pas loup, pas bête, monstre. Partir. J'incline la tête par signe de respect. Je coupe l'illusion qui me faisait paraître un soldat croisé, un chevalier. Je tourne le dos pour partir et à ce moment-là, je disparais entre les troncs d'arbres. Tu reviens sur le chemin. Tu prends quelle direction? Je vais attendre la visite de sa sœur. J'aimerais avoir son point de vue. Donc tu retournes en ville? Ouais. Donc tu repasses par la croisée des chemins. Tu t'engages vers la sortie de la forêt. Et t'as une sensation étrange. La sensation que tu es surveillé, qu'on te regarde. Je regarde derrière moi et je redouble d'attention sur l'utilisation de mes pouvoirs. Enfin, Tu gardes effectivement ta concentration. Tu te retournes lentement. Tu vois les feuillages. Il y a le vent, tu vois les arbres, les buissons qui ondulent par rapport au vent qui souffle. Il y a un truc qui te choque déjà, tu n'entends plus les bruits des animaux nocturnes. Tu vois que au milieu de la croisée des chemins, où il y a un bosquet, là où il y a les petites pancartes en bois un peu vermoulues, il y a un buisson qui commence à bouger et tu distingues des yeux jaunes qui sont espacés d'au moins une vingtaine de centimètres l'un de l'autre. Tu vois que les buissons commencent à s'écarter et tu peux distinguer que c'est ça ressemble à un loup noir, complètement noir, qui a juste un collier de poils blancs qui sort de ce bosquet. Ça ressemble à un loup, mais c'est gigantesque. Il a la taille d'un tigre. Tu l'entends grogner. Et c'est là-dessus que la partie se termine. non. Ok. Tu veux terminer là-dessus? Ok, très bien. Ça va.